Bonjour Bassam Tan. Bonjour, Frédéric Saillot de Razi Express. Nous voici au matin du 18 novembre. Le jour vient de se lever sur ce quartier, 5 jours après les terribles tueries du 13 novembre qui ont fait 129 morts, dont une majorité au Bataclan qui se trouve derrière vous, et 352 blessés. On a pratiquement identifié tous les tueurs ayant participé à cet assassinat de masse, dont 7 sont morts et un 8e est en fuite, Salah Abdeslam. Un assaut a été donné ce matin à Saint-Denis par le RAID contre une planque où se trouverait retranché Abdelhamid Aboud, commanditaire des attentats du 13 novembre. Ces attentats sont les premiers qui en France mettent en œuvre une telle logistique avec 3 groupes terroristes agissant simultanément et utilisant pour la première fois des ceintures explosives. Ce qu'on sait à présent, c'est que ces attentats viennent de Syrie. L'entraînement des terroristes et le commandement opérationnel vient de Syrie, mais pour la mise en œuvre, ces attentats passent par Bruxelles. Avez-vous des informations à ce sujet? D'emblée, je vous dirais que d'abord ce 13 novembre devrait rester dans les mémoires comme une fête de la musique, du chant, de la joie de vivre, de l'ivresse. Et j'invite les plus hautes autorités de France à en tenir compte. C'est un jour qui a marqué l'histoire contemporaine de France. Pour ce qui est de ce réseau, pouvions-nous prévoir cet attentat, surtout au Bataclan? Il est clair que celui qui écoute les discours du calife al-Baghdadi, il en a 7, il est clair que Daesh, ou avant cela l'État d'Irak, sont de rite hanbalite. Qu'est-ce qu'on entend par le rite hanbalite? En islam sunnite, il y a 4 rites. Le plus tolérant et le plus indulgent, c'est le rite hanafite. Le plus dur, pur et dur, c'est le rite hanbalite. Dans l'histoire, à chaque fois qu'il y avait des émeutes à Bagdad, faites par les sunnites, hanbalites, ce sont les hanbalites qui descendaient dans la rue, qui cassaient les instruments de musique et qui s'attaquaient aux tavernes. Donc, il était prévisible que, vu la mouvance hanbalite de ces gens-là, qu'ils s'attaquent à des salles de concert. Car ils partent d'une mauvaise interprétation du Coran, la périphrase « Larwil Kalem », qui veut dire en fait tout simplement les paroles vides de sens, vaines. Mais chez les successeurs d'Ibn Hanbal, cet imam du 9e siècle, cette périphrase signifie la musique et le chant. Voyez-vous? Donc, s'attaquer aux cafés-terrasses ou aux salles de concert, c'est dans la tradition hanbalite et on pouvait prévoir ça. Là, je parle un peu au ministère de l'Intérieur, s'il veut bien m'écouter, parce qu'on avait un factuel, c'est-à-dire qu'un des terroristes avait demandé à un autre terroriste de s'attaquer à des salles de concert. Il y a à peu près une quarantaine de salles de concert à Paris, donc il était très facile de poster des forces de l'ordre à la porte de toutes ces salles de concert. On aurait eu peut-être moins de morts. Là, pourquoi j'insiste sur ce point? C'est qu'il faudrait quand même que ceux qui travaillent en France à lutter contre le terrorisme avoir de bons connaisseurs de l'islam, de vrais islamologues, et qui sachent situer ces événements dans une sorte de traçage historique de la violence.
la violence dans les mouvements islamiques n'est pas d'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais Bassam Tahan, je vous ai posé une question sur le traçage des événements à l'heure actuelle. Avez-vous des informations à ce sujet? Alors, après cette mise au point, si vous voulez, sur le dogme, venons maintenant à l'organisation terre à terre, je dirais. Il faut savoir que entre Amsterdam, Bruxelles et Paris, les distances ne sont pas si lointaines par le Thalys ou d'autres moyens de transport. Et on sait que en Hollande, il y a à peu près 900 000 musulmans, un peu plus. En Belgique, il y a près de 750 000. Et à Paris, évidemment, si vous prenez toute la France, on est entre 5 et 7 millions. Pourquoi je rappelle cela? C'est qu'il y a des officiers secrets de frères musulmans et d'autres mouvements intégristes qui circulent entre les trois capitales. Et c'est là où se trouve le mal, à mon sens, parce que nous avons près de 50 associations musulmanes de France. Mais vous avez d'autres associations sous d'autres enseignes, d'enseignement de l'arabe, d'aide sociale, voyez-vous, et toutes ces associations ne sont pas systématiquement contrôlées. Et puis, il faut voir, est-ce que l'État a le moyen? Donc, ce qui se passe, c'est que il est fort probable qu'il y ait un va-et-vient entre les différentes cellules, par ce qu'on appelle aujourd'hui les attaques obliques. Des gens de Belgique attaquent en France, des Français attaquent en Belgique, bientôt on aura sans doute des Hollandais. Bon. Oui, mais là, il semblerait qu'il y ait une base à Molenbeek, dans la banlieue bruxelloise. Alors, pour revenir à Bruxelles, il ne faut pas oublier que Bruxelles a connu un essor islamique ces dernières décennies. Là, on a par exemple en Europe un centre chiite. Il y a près de 40 000 chiites en Belgique. Ils ont leur mosquée. Et là, on a vu des sunnites s'attaquer à cette mosquée chiite de Rida, la brûler, et l'imam de la mosquée chiite, il y a quelques années, en est mort. Et ces chiites sont iraniens ou Alors, ces chiites, cette propagande, c'est que la majorité des chiites convertis, ce sont des Marocains de Bruxelles ou des Belges mariés avec soit des Libanais chiites ou des Syriens ou d'autres. Donc, cette rivalité entre les deux communautés chiites sunnites a créé une sorte de surenchère de la part surtout des ultra-orthodoxes sunnites qui étaient encouragés par les frères musulmans, par l'Arabie saoudite, par d'autres pays donateurs. Vous avez parlé de chiites marocains. Le Maroc est un pays majoritairement sunnite, pourtant. Exactement. Alors, ce qui aussi, si vous voulez, explique le succès de la Darwa, cette prédication chiite, c'est que, comme vous savez, le premier roi du Maroc, Idriss, est descendant du prophète et était venu au Maroc, il était chiite. Mais le Maroc l'a accepté comme sunnite. C'est ça la contradiction et la complexité de l'histoire. Mais ça explique pourquoi le Maroc, justement, a rompu ses relations diplomatiques, entre autres avec l'Iran, et a fermé la seule école irakienne où on disait qu'il y avait un enseignement plus chiite que sunnite. Donc, ce n'est pas étonnant, si vous voulez, qu'une partie opposée aux chiites se radicalise et ait des liens avec les foyers. Ça a été à un moment donné le Kosovo, ça a été... D'ailleurs, il y a eu un trafic d'armes avec l'Europe de l'Est après le Kosovo, avec l'Afghanistan. Et c'était peut-être qu'il y a aussi une aide sociale en Belgique qui favorise aussi ce milieu. Maintenant, il ne faut pas oublier, moi j'ai été souvent à Bruxelles pour donner des conférences, j'ai vu comment se passait la darwa, la prédication, par exemple, rue de Brabant, à Bruxelles, quand vous avez des dames musulmanes par leur faciès qui passent,
il y a des patrons de magasins, de boutiques qui leur proposent des vêtements et des hijabs, n'est-ce pas, des voiles, gratuitement, leur demandant de ramener leurs vieux vêtements. Vous voyez, donc, c'est étonnant. Hein? Alors, avec le printemps arabe et tout ce que ça a engendré comme mouvements radicaux dans la région, il était mais évident hein, que cet axe Amsterdam, Bruxelles, Paris, Madrid, mais Madrid reste quand même loin, ça explique. Cela dit, il y a également des contacts avec Madrid et aussi de Hollande, des contacts avec l'Allemagne. Il y a tout un réseau. Pour revenir à cette surenchère entre le prosélytisme chiite et une radicalisation sunnite, notamment au Maroc, il semblerait que la plupart des tueurs des attentats du 13 novembre étaient d'origine marocaine. Exactement. Mais vous voyez, ces tueurs marocains, qu'ils soient naturalisés français, nés en France, nés en Belgique ou naturalisés belges, ils font partie de cette mouvance. Il ne faut pas oublier que durant les 2 dernières décennies, on a été arrosé par des satellites où il y avait une grande propagande de l'islam et pour la djihad. Et le grand tort de ces pays, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas classé les frères musulmans comme parti terroriste interdit. Tant que l'État français, tant que les États européens ne se seront pas prononcés sur le caractère terroriste de certaines associations ou certains mouvements soi-disant politiques, on ne s'en sortira pas. Parce que vous pouvez lutter militairement avec des forces de l'ordre, des services secrets, tout ce que vous voulez. L'origine du mal, vous ne la traitez pas. L'origine du mal, c'est cet islam radical qui va croissant, qui travaille notre jeunesse, qui est mal intégré, et on en aura encore et encore. Maintenant, il reste quand même cette faiblesse de l'élément humain dans les renseignements et également dans la classe politique qui connaît mal finalement comment faire un lien entre le terrorisme actuel avec toute l'histoire de 14 siècles de l'islam. Et là, c'est désolant de voir ce manque d'intellectuels ou de postes dans les universités et dans les instituts de recherche ou dans les médias de vrais islamologues. Parce que s'ils avaient eu de vrais islamologues, on n'aurait pas eu le Bataclan. Et c'est pour cela, à Bassam Tahan, que vous êtes irremplaçable. Maintenant, j'ai une petite question qui fait l'objet de beaucoup de polémiques, y compris à la tête de l'Union européenne. Un des terroristes du 13 novembre est venu avec le flot de réfugiés. On le sait maintenant, on a pu comparer les empreintes digitales d'un des cadavres avec les empreintes digitales d'un des réfugiés qui s'est présenté à un poste de contrôle en Grèce. Est-ce les flots de réfugiés, c'est un moyen utilisé par l'État islamique pour créer des cellules dormantes, concepts et réalités dont vous avez été le premier à informer le public après les attentats de janvier? En fait, j'ai donné un cours sur les cellules dormantes à l'école de guerre en 2003, 2004, 2005. Mais pour revenir à cette histoire que on a vérifié, c'est le même bonhomme. Oui, c'est peut-être le même bonhomme, mais il n'est pas forcément syrien. Vous voyez, on dit oui, mais on a vérifié, c'est le même bonhomme qui était en Serbie. Très bien, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre et qui est passé par un faux passeport. Alors là, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite l'année dernière en expliquant toute l'usine de faux passeports à Istanbul et à Gaziantep de la coalition syrienne qui fabriquait de faux passeports. Alors, il est fort possible que ce bonhomme, d'ailleurs moi je crois qu'il n'est pas syrien, mais je vais développer pourquoi il ne peut pas être syrien. Donc, il peut avoir un faux passeport. Ça, c'est clair. Venons au nom de ce terroriste. Il s'appelle Ahmad Al-Mohammed. C'est comme si en français je disais René le René. Oui, c'est un pseudonyme. René. Que je sache, dans l'onomastique arabe, on ne peut pas avoir des noms comme ça. Alors vous me dites, mais pourquoi ils lui ont pas donné un vrai nom? Ah, si vous lui donnez un nom qui ressemble à un nom qui existe, il y aura le piège
des numéros du passeport, des vrais passeports de gens qui portent le même nom. Vous voyez? Donc c'était pour eux un artifice pour éloigner le doute. Passer entre les Voilà. mailles du filet. Voilà. Oui. Alors, mais pour les cellules, permettez-moi oui, que je je vous en termine. prie. Pour un arabisant, le nom Ahmad el-Mohammed, d'ailleurs il y a eu des réactions sur le net, ça a fait rire tous les Syriens. On s'est dit, mais d'où est-ce qu'ils sortent cette famille? Personne n'a entendu parler d'une famille Mohammed. Ça n'existe pas, voyez-vous? Voilà pour ce qui est de cela. Ça vous montre à quel point aussi on est mal renseigné sur tout ce dossier de terroristes. Ça, on ne passe pas au crible fin les renseignements. Mais au sujet des cellules dormantes qui étaient l'objet de ma question, Bassam Khan. Alors donc, ces cellules dormantes, si vous voulez, ça peut être des loups solitaires, mais pas que. On ne peut pas réduire le concept de cellules dormantes à des loups solitaires. Les cellules dormantes, ce sont des cellules virtuelles de gens radicalisés qui ont eu déjà un contact avec le Moyen-Orient ou qui n'ont pas eu de contact, mais qui sont travaillés par les informations, par certaines mosquées radicales, et ainsi de suite. Donc, au moindre événement international, au moindre appel parfois de Baghdadi, Baghdadi a dit qu'il avait envoyé 10 000 terroristes parmi les réfugiés. Vous voyez? On a même dit qu'il y aurait 10%. Alors là, permettez-moi de dire aussi à propos de ces réfugiés, je me rangerai du côté de l'avis du ministre polonais. Il faut les armer et les envoyer libérer la Syrie de Daesh. C'est des jeunes costauds. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Question un peu longue, Bassam Khan. Le gouvernement actuel et les gouvernements précédents ne portent-ils pas une lourde responsabilité dans ces attentats? Peut-on impunément appeler à la destitution d'Assad et armer une opposition soi-disant modérée et s'étonner qu'une frange d'islamistes radicaux aille là-bas faire la guerre et l'importe ici? Le premier à être interviewé le 14 au matin a été Assad sur TF1. Et il a déclaré ce que vous connaissez à Paris, ce que vous avez connu à Paris hier, nous le connaissons depuis 5 ans. La réaction de la France a été ferme, certes, en tout cas dans les mots. Valls a parlé de guerre et Hollande, devant le Congrès réuni lundi, a déclaré un véritable renversement d'alliance en appelant à une seule coalition pour lutter contre l'État islamique avec la Russie. N'est-ce pas un peu tard, alors que Poutine la proposait, cette coalition, depuis son discours à l'ONU le 29 septembre? Et les États-Unis vont-ils laisser la France mener une politique indépendante? Kerry, hier soir, sur France 2, a déclaré dans une interview avec Pujadas qu'il fallait faire un cessez-le-feu et procéder à un règlement politique préalable à une offensive commune contre l'État islamique. Règlement politique qui, selon lui, donc dans un nouveau retournement de la diplomatie américaine, passe par le départ d'Assad. N'y a-t-il pas là le risque que deux stratégies s'affrontent diplomatiquement, mais aussi militairement, maintenant que les opérations redoublent d'intensité? On l'a vu hier avec les Russes et les Français. Ces deux stratégies, d'ailleurs, ne s'affrontent-elles pas jusqu'au sein du gouvernement français, avec Fabius d'une part et Hollande d'autre part, qui semble emboîter le pas de Sarkozy pour une alliance avec les Russes? Que pensez-vous de ce renversement d'alliance et alors, voyez-vous, de toute cette problématique? Dans ce que vous dites, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors d'abord, je rappelle que le 6 août 2012, à France Info, j'avais condamné cette politique et j'avais dit clairement que ces armes vont se retourner contre nous et qu'on les verra dans de bons lieux. Malheureusement, ça n'a pas été, contesté par les événements, je dirais. Et d'une. Maintenant, il est vrai que l'erreur du gouvernement français, comme d'autres gouvernements, que ce soit de droite ou de gauche, c'est leur analyse mauvaise et erronée de la situation. Ils ont cru qu'Assad allait tomber en quelques jours. Et bon, pour les vrais connaisseurs du Moyen-Orient, ça nous faisait rire.
vous avez vu que moi je n'ai pas changé mon discours d'un iota. Hein, en ce qui concerne ce dossier, qu'on se trompait, Assad a des alliances, il ne peut pas tomber, il est soutenu par son peuple. Alors il y a eu plusieurs campagnes mensongères, médiatiques, sur le chimique. Je ne veux pas faire le résumé de toute la guerre. Pour revenir aujourd'hui à un constat, c'est que Poutine est aujourd'hui l'homme de la situation. C'est lui qui dicte les solutions, même aux Américains, n'en déplaise, n'est-ce pas, aux pro-américains. Donc si Poutine dicte ses volontés même aux Américains, hein, que dirais-je de la France? La France non ensuite. Hein? Alors comment il dicte? Parce qu'il a eu l'audace d'engager des forces terrestres, maritimes, aériennes. Et il est là en Syrie, n'importe qui veut intervenir en Syrie, il doit coordonner avec lui. On ne peut pas. Et vous vous souvenez, j'avais dit aussi, que s'il s'avère que l'avion russe qui a explosé, c'était un attentat, Poutine va l'exploiter. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Maintenant, pour l'inflexion de la politique française, je dirais, il n'est jamais trop tard. Hein, il est encore temps d'avoir un strapontin dans les négociations concernant le Moyen-Orient. Hein. Et puis, si la France a pu faire ses premiers bombardements grâce aux Américains qui étaient en contact avec les Russes, parce que les Américains sont en perpétuel contact avec les Russes. Là, c'est beaucoup mieux. Le contact est direct. Et on voit là la magnanimité de Poutine. Il a dit, il a donné l'ordre à sa flotte en Méditerranée, vous traiterez les bâtiments de guerre français en alliés. Comme des alliés. Comme des alliés, en alliés. Vous voyez, donc, c'est venu d'une manière naturelle. Maintenant, je dirais sur tout ce dossier, voyez-vous, si Poutine, hier, a envoyé des bombardiers stratégiques, rappelons-nous qu'un bombardier stratégique peut porter 30 tonnes de bombes. Il en a envoyé une vingtaine. Donc c'est des centaines de tonnes de bombes qui vont massacrer, littéralement pulvériser Daesh. Et là se pose la question du double jeu de ceux qui prétendaient pendant 1 an et quelques mois à faire la guerre à Daesh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu combien de sorties, combien de cibles visées? Et là, je crois, fait très important, la Turquie maintenant est assagie un peu. Elle ne peut pas faire autrement parce que les missiles de croisière qui ont bombardé Raqqa et Deir ez-Zor, cette fois-ci, ils ne sont pas passés par l'Iran. Ils ont traversé l'espace aérien turc. Donc, c'est que Erdogan a mis, je dirais, de l'eau dans son vin. Je ne sais pas s'il boit. Il y a eu une rencontre Poutine-Erdogan au G20 à Antalya d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire qu'il continue à jouer double jeu. Mais si vous voulez, pour le moment, parce que moi je crois fermement qu'il a d'étroits contacts avec Daesh et qu'il y a eu un troc. Vous commettez pas d'attentats en Turquie jusqu'au moment, allez commettre des attentats en Europe. Parce qu'il est quand même inimaginable que tous ces terroristes circulent librement entre la Turquie, la France, Amsterdam, Bruxelles, l'Allemagne, et ils viennent tous de Turquie. Hein? Comme je l'ai déjà dit avec vous, c'est un fonds de commerce. Pour lui, toute cette histoire de réfugiés. Je rappelle également que ceux qui fuient aujourd'hui, la Syrie, il se peut très bien que ce soit les familles des daéchistes, hein, qui, après les bombardements russes, prennent la fuite. D'ailleurs, cela ne m'étonne pas que si ces opérations terroristes sont menées en France, c'est aussi parce que l'étau se resserre contre Daesh et il y a une sorte d'explosion. Les gens quittent, mais ça ne, si vous voulez, ça ne leur fait pas perdre leur volonté de nuire et de commettre des attentats. Alors vivement, je dirais que
les services compétents en France, les politiques, les médias, les intellectuels ne démissionnent pas, mais s'intéressent de plus en plus à bien placer ce problème de terrorisme dans toute l'histoire de civilisation musulmane. L'islam, c'est vrai, n'est pas une religion de terreur, mais elle a été traversée à travers son histoire dans les différents groupes, sectes, rites, de beaucoup de terrorisme. Combien de fois, comme je vous ai dit, les Hanbalites sont descendus au Caire, à Damas, à Bagdad, même en Andalousie, et ont brisé les outres de vin et cassé les instruments de musique. Pardonnez-moi, Bassam Tahan, de revenir à une question très terre à terre, mais la situation sur le terrain en Syrie à l'heure actuelle, quelle est-elle? L'armée syrienne gagnait du terrain sur les islamistes ces derniers temps grâce à la coordination avec les forces aériennes russes. Comment l'armée syrienne légale va-t-elle progresser dans les conditions nouvelles marquées par cette intervention redoublée des Russes et des Français? Vous voyez, dans la philosophie de guerre des Russes, c'est connu. Ils disent pas, ils attaquent sur plusieurs fronts, mais ils disent pas quel est le front le plus important pour eux. Au début de cette intervention, tout le monde a cru que les Russes voulaient aider l'armée syrienne à reprendre Hama et Palmyre, le centre de la Syrie. Alors évidemment, Daesh s'est précipité vers cette région. D'ailleurs, l'armée syrienne tient toujours bon. Mais ce n'était pas le but de la stratégie syrienne et russe. Le but, c'était le nord. C'était la grande ville d'Alep. Et c'est là où les progrès de l'armée syrienne sont spectaculaires. Parce qu'ils ont coupé la province d'Idlib, qui est la porte vers la Turquie, d'Alep. Et là, on voit certains djihadistes déguisés en femmes avec la burqa fuyant la ville d'Alep. Vous voyez? Alors, peut-être que le second pas, c'est justement d'aller vers le centre. Une fois Alep libéré. Ils sont pas loin de Palmyre d'ailleurs. Exact. Alors, tout autour de Palmyre, il y a beaucoup de villages qui ont été investis déjà par l'armée syrienne. Je crois qu'avec cette puissance de feu, parce qu'il ne faut pas oublier les avions qui partent l'attaquer, les bombardiers stratégiques qui partent de Russie, les missiles de croisière, tout cela fait que Daesh implose pratiquement. Voyez-vous, moi je crois qu'Alep va être libéré et que la grande bataille contre Daesh va être plus en Irak qu'en Syrie. Grâce à qui? Grâce à l'intervention russe. À tel point que les responsables irakiens ont fait entendre aux Russes s'ils pouvaient intervenir en Irak. Et là, les Américains sont dans de mauvais draps. Parce qu'il y a eu un an d'écoulé et quelques mois, et on se demande pourquoi ils n'ont même pas libéré une seule ville. Au contraire, ils sont intervenus, Daesh a pris je ne sais combien de villes en Irak. Voyez-vous, il y a quelque chose là, c'est-à-dire dès le départ, dans mes vidéos, j'avais dit que les Russes venaient pour démasquer le jeu des je ne sais combien de pays de la coalition. Et ça y est, c'est démasqué. Eh bien, la lumière commence à se faire et le soleil se lève sur Paris. Bassam Tahan, je vous remercie pour cette interview très complète. Est-ce que je peux chanter un couplet de chant andalou? Je vous en prie, d'autant plus que vous êtes un merveilleux chanteur, Bassam. Je vais blouser un mouachah andalou il y a 1000 ans. Hommage, n'est-ce pas, à ceux qui sont morts, et pour m'opposer à ce dogmatisme hanbalite qui veut détruire la musique et le chant. Et je le blues pour tenir compte, n'est-ce pas, du rock. C'est un peu modernisé le chant. Lamma bada yatathanna, lamma bada yatathanna, aman 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 aman, hubbi جمال فتنا
أمان 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 لما بدا يتثنى أو بيلاحظ أثرنا أمان 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 غصن سبا حينما الأمان أمان 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 غصن سبا حينما الأمان أمان أمان. Merci Bassam.